fondateur d'une startup qui s'appelle ML State et qui est justement une solution open source de communication sécurisée. Et finalement, je vais reprendre un petit peu, je ne vais pas parler que de notre produit comme là, mais globalement reprendre toute la chaîne finalement qui amène à pouvoir utiliser des solutions open source pour diminuer son risque. Alors, bon, l'espionnage économique, du coup, je pense que vous en avez déjà entendu parler dans la matinée. Hein, le but, c'est quand on a des informations importantes ou un savoir-faire, où sont ces informations, qui accède. Alors, il y a un cas classique qui date du papier de recherche sur l'algorithme RSA de Alice qui écrit à Bob. Donc, quand Alice écrit à Bob, est-ce qu'il y a juste Alice et Bob ? Ou est-ce qu'il y a aussi Mallory, qui est un attaquant qui vient en même temps écouter ses communications? Ou est-ce que, maintenant qu'on utilise du cloud, on a toute une équipe support? Donc ça, c'est juste une toute petite équipe support d'un petit produit chez Microsoft. Donc tous ces gens-là, notamment, vont pouvoir aussi, par exemple, les remonter. Alors, est-ce que le risque est réel? Alors là, la réponse est oui. Puisqu'effectivement, il y a des informations qui ont de la valeur, que ce soit effectivement des infos de R&D, des secrets de fabrication, des bases de connaissances, des infos commerciales, des réponses à appel d'offres, des données financières, une attaque à la réputation, une escroquerie à la clientèle. Alors là, il y a un exemple qui date du mois dernier, c'est TalkTalk. Alors TalkTalk, c'est un opérateur britannique qui a quand même 4 millions d'abonnés, hein, c'est un petit Bouygues Télécom. Et eux, ils se sont fait voler justement la base de clients, nom, prénom, adresse, email, téléphone. Bon. Jusque-là, on se dit, bon, c'est pas forcément très grave, il n'y a pas les données bancaires. Mais en fait, les attaquants en fait, ont assez vite exploité la base en faisant du phoning, en disant, voilà, bonjour, on est TalkTalk. On n'a pas pu encaisser votre dernière facture, est-ce que vous pourriez la régler par carte bleue? Et qui, du coup, en a profité pour disant voilà, là, il faudrait 73 pounds, s'il vous plaît. Et puis en fait, c'est pas 73, c'est 2005. Excusez-moi, je vous interromps un milieu, je sais que c'est pas très grave. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre ça, parce qu'on enregistre en fait en même temps. D'accord. Voilà, Et donc, sous couvert de prendre 73 pounds, en fait, ils ont tiré le maximum qu'ils pouvaient à chaque fois, c'est-à-dire 2005. Donc, non seulement, finalement, ils ont ramassé un petit pactole, mais en plus, la réputation de TalkTalk est quand même un peu mise à mal. Alors, après, on estime que par an, il y a à peu près 1000 cas en France, réels et sérieux, d'attaques et d'espionnage économique. Alors, la source, c'est l'ANSSI. Ouais, absolument. La source, c'est l'ANSSI. Et quand je dis réel et sérieux, c'est-à-dire, par exemple, on ne compte pas les 19 000 cyberattaques qu'il y a eu le lendemain de Charlie Hebdo. Et qui sont en très forte augmentation. Donc, c'est lié, et on l'a vu dans les discussions déjà précédentes, c'est lié à deux problématiques, la sécurité info notamment, et aussi d'une certaine façon le respect de la vie privée. Parce que si on expose moins ces données, à ce moment-là, on est peut-être moins vulnérable. Alors, on a parlé aussi ce matin déjà des moyens d'attaquer. Quand on veut attaquer, ça ne coûte pas très cher. Si on veut éteindre ou modifier le site d'un concurrent, on peut trouver un hacker, justement en Russie notamment, qui va faire le boulot pour 2000 €. Il suffit de lui payer 2000 €, ça fait une petite dizaine de bitcoins, et pour 10 bitcoins, en fait, on fait changer le site d'un concurrent, par exemple la veille d'une réponse à l'appel d'offres, des choses comme ça, ça fait toujours bon effet, pour pas cher. Si c'est un appel d'offres à 500 000 €, franchement, on peut bien dépenser 2000 € pour démonter le concurrent. Attaquer un compte, par exemple Gmail, ça coûte 90 $. Donc sur HackersList, il y a quelqu'un qui dit ouais, et puis c'est avec une bonne éthique de hacker, c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire en gros, soit ça marche, et dans ce cas-là on paye les 90 $, soit ça marche pas, et dans ce cas-là on paye rien. C'est un business, voilà. Alors, certainement, bien sûr, certainement. Et bon, après je passe un petit peu sur des petits, ça c'est ce que je vais appeler des petits moyens. Mais après, la fin justifie les moyens, il y a des grands moyens. Alors depuis l'histoire de Hacking Team, donc justement une société qui achète et revend des vulnérabilités et qui s'est fait elle-même pirater, on sait à peu près tout
sur la plaquette, en fait, les tarifs. Et donc les tarifs, quand on veut acheter donc, ces fameuses Zero Days, alors il y a eu le débat tout à l'heure, Zero Days au sens une vulnérabilité qui n'est pas encore patchée et qui n'est pas connue de l'éditeur. Donc ça peut rester Zero Days pendant 1 an, hein, le temps qu'elle soit corrigée. Alors ça c'est le tarif, c'est-à-dire que par exemple sur Adobe Reader on trouve entre 5 et 30 000 $ la recette qui permet finalement de générer un petit PDF spécial qu'on va envoyer à quelqu'un et le PDF ensuite va permettre de prendre le contrôle de son ordinateur grâce à une vulnérabilité. Donc ça, on achète la recette, 5-30 000 $. Sur Word, c'est un peu plus cher. On peut acheter pour entre 50 et 100 000 $ un fichier Word qu'on envoie à quelqu'un, puis à partir du moment où il a ouvert le fichier Word, c'est fini pour lui. Donc voilà, donc là c'est avec un peu plus de moyens. Mais là aussi, quand on parle par exemple d'une société qui a peut-être perdu des marchés à l'international, qui s'appelle Veolia, alors c'est peut-être parce qu'on a des doutes, mais on n'a pas toutes les précisions. Dans ce cas-là, pour perdre un marché sur des infrastructures de transport ou d'assainissement à des centaines de millions d'euros, on peut bien mettre 1 million au moins pour aller récupérer toutes les infos, avoir les détails précis de l'offre, de la réponse à l'appel d'offres, etc. etc. Hein. Je veux dire, c'est un investissement, hein. Tout est du business à la fin. Voilà. Et si on prend une citation d'un hacker russe donc, qui s'appelle Vitaly Toporov, il dit... avec en anglais dans le texte, j'ai pas peur du tout des chercheurs, en fait des ingénieurs de Adobe, parce qu'en fait, ils ont un programme dans lequel ils me payent un petit peu pour que je leur donne des vulnérabilités. Et je suis en train de leur donner des vulnérabilités du même type, une par une, et puis en fait, ils n'arrivent pas à les trouver avant que je leur donne la suivante. Donc c'est quand même qu'ils sont vraiment pas bons. C'est ce qui est... Et c'est vrai. Parce qu'en fait, normalement, à partir du moment où il a envoyé un type de vulnérabilité, la réaction logique, ce serait vite d'aller scanner tout le code pour voir s'il n'y a pas la même vulnérabilité ailleurs. Ben non, ils ne le font pas. Voilà. Donc du coup, si je prends, il y a 4 cas dans lesquels je peux être concerné par des problématiques d'espionnage économique, j'utilise un service cloud en ligne pour échanger en interne avec mes clients, mes partenaires. Voilà, on a parlé d'une grande société américaine avec 2 O. Eh ben lui, c'est un ex-Googler, donc David. Tout souriant sur la photo, lui il avait un petit hobby, c'était d'aller regarder les mails des utilisateurs sur Gmail. Alors lui on le sait parce que finalement il s'est fait prendre. Alors lui sa spécialité c'était d'aller chercher les filles entre 15 et 18 ans et d'aller regarder toute leur vie et puis aller chercher des photos aussi et puis après il essayait en plus de les contacter. Donc ça c'était pas mal. C'est une sorte de Tinder mais version globale. Donc du coup, si j'installe aussi souvent des logiciels sur mon ordinateur, que ce soit un fixe ou un portable d'ailleurs, pour travailler, pour jouer, potentiellement je vais pouvoir amener avec un grand nombre de vulnérabilités qui vont venir alors de plein de façons différentes, même pour un logiciel open source. GIMP, notamment le logiciel de dessin open source connu, était en téléchargement sur un site qui s'appelle download.com, mais là il venait avec son spyware. Donc il a beau être open source, si on l'a téléchargé à partir d'un mauvais site, c'est pas bon. Et puis avec du propriétaire, alors là effectivement il y a plein de logiciels propriétaires jolis, gratuits, des jeux, etc. qui viennent avec des tonnes de bundles de spyware. Même si on ne fait que regarder l'actualité, par exemple sur des sites internet, il va s'afficher des belles bannières de pub. Et ces bannières de pub, elles-mêmes, peuvent contenir des vulnérabilités. Même l'éditeur du site n'est pas au courant, en fait. Hein. On peut aller sur un site de news qui est tout à fait respectable, et via une publicité, en fait, la bannière de pub est le vecteur de l'attaque. Donc là aussi, il faut se protéger. Et puis, à partir du moment où on ouvre un fichier, par exemple, si jamais on m'envoie une facture d'un fournisseur que je ne connais pas, hein, il y a beaucoup d'attaques en ce moment, j'ouvre la facture pour vérifier mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je regarde et me dis ah bah non je ne vais pas payer, ça c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ferme le fichier, mais c'est fini, c'est trop tard. Potentiellement mon ordinateur a pu finalement avoir un spyware qui est passé par la vulnérabilité qui s'achetait précédemment, et à partir de ce moment-là effectivement c'est fini. Alors comment on fait pour se protéger ? Il y a eu une étude qui a été faite par des chercheurs de Google à Usenix, qui est une des principales conférences en fait, du monde Unix cette année, et qui a fait une étude statistique assez grande sur les experts et les non-experts. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils leur ont pas demandé s'ils étaient des experts ou des non-experts. Ils leur ont demandé, en même temps, ils avaient un questionnaire avec plein de questions sur l'informatique, etc., pour tester leur connaissance globale. En fonction de ça, ils ont dit, ok, c'est des experts ou des non-experts. Et du coup, après, en même temps, au milieu de ces questions, bien mélangées, ils leur ont demandé effectivement comment ils faisaient pour se protéger. Les non-experts, de très loin,
et on utilise un antivirus. C'est la réponse numéro 1. Et après, ils se disent quand même, oui, il faut un bon mot de passe, il faut changer de mot de passe, il faut visiter des sites sûrs. Les experts font pas ça du tout. La priorité absolue, c'est de mettre les logiciels à jour au plus vite. Et ça, c'est ce dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où un logiciel est publié, et à partir du moment où une vulnérabilité est publiée, pardon, à ce moment-là, il faut d'urgence mettre à jour, parce qu'à ce moment-là, la faille est très simple à exploiter. Là, c'est même pas 25 000 $ ou 5 000 $ qu'il faut payer pour connaître cette faille. C'est zéro. Il suffit d'aller sur un site internet, et il y a une description de la faille, voire même une recette pour l'exploiter. Et donc, du coup, effectivement, là, il faut faire très très vite. Donc, mettre les logiciels à jour au plus vite, c'est la priorité. Utiliser des mots de passe uniques aussi, c'est-à-dire on ne va pas utiliser le même mot de passe sur tous les sites, et fort. Il faut que ce soit des bons mots de passe aussi. Et un troisième point qui est l'utiliser l'authentification multifacteur. C'est-à-dire par exemple quand on se logue sur un site ou une application, d'envoyer en même temps un SMS ou d'autres mécanismes pour dire ah ben oui, mais effectivement, tiens, prouve-moi que c'est bien toi. Et au lieu de passer par le canal de l'application web et du PC qui est peut-être compromis, eh ben, je vais passer par un autre canal, celui de l'opérateur télécom et du mobile. Et finalement, il faut avoir piraté les deux canaux pour être capable de se loguer à la place d'un utilisateur. Et donc ça complique considérablement effectivement les attaques. Donc du coup, ça, ce sont les vraies bonnes méthodes à mettre en œuvre. Juste là-dedans, est-ce qu'on ne peut pas compléter, parce qu'il y a quand même un point, on l'a évoqué tout à l'heure, réduire la surface d'attaque. Alors oui, j'y arrive après. Effectivement, j'y arrive après, je fais dans l'ordre. Justement, donc pour cette partie mot de passe, parce que cette partie mot de passe, on va l'isoler, elle est un peu transverse à tout le reste. Déjà, je ne vais pas utiliser mon prénom 1, 2, 3. Hein, il vaut mieux éviter. Il faut aussi, effectivement, ne pas réutiliser ces mots de passe. Et pour ça, il y a une solution technique. Et la solution technique open source qui va permettre de diminuer sur les mots de passe, c'est celui d'un gestionnaire de mots de passe. Donc il y en a un très bien en open source qui s'appelle KeePass. Donc vous avez la capture d'écran ici. L'idée de KeePass, c'est qu'il génère pour vous des mots de passe uniques, forts, et vous avez un seul méta mot de passe master, que vous connaissez, qui est très fort, qui doit être très fort aussi, et qui déverrouille l'accès à toute la liste de vos mots de passe, et puis un mécanisme pour les insérer plus ou moins automatiquement dans les différentes applications, pour que vous n'ayez pas à les taper tout seul. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, vous dites, ah oui, mais si jamais je vais prendre tous mes mots de passe, cette base de mots de passe, elle est gardée uniquement chiffrée. Elle est chiffrée par votre mot de passe. Le mot de passe n'est jamais stocké en clair dans ces solutions. Il n'est jamais envoyé sur des serveurs. Hein. Le code est open source, il a été relu de nombreuses fois. Donc, KeePass, c'est une très très bonne solution justement pour gérer ces mots de passe. Après, au-delà du mot de passe, il y a le système, le navigateur, les logiciels. Il y a effectivement toute une catégorie de solutions à sécurisé. Alors, si on regarde le système, c'est sans appel. Ça, c'est les failles sur toute l'année 2014. Elle est complète, on peut mesurer. Le nombre de failles critiques, c'est celui qui est ici en bleu ciel, et on va dire qui est important. Sur Windows, il y en a considérablement plus que sur des systèmes Linux, comme par exemple Ubuntu, voire même sa variante mobile Android. Donc du coup, effectivement, alors on peut trouver plusieurs raisons à ça. Un, que Windows est très répandu, c'est vrai, mais de moins en moins quand même. Android est quasiment au niveau de... Voilà. Mais là, on compte on compte le mobile avec. On compte le mobile avec. Mais justement, c'est pour ça que j'ai mis Android pour avoir Android a, en ordre de grandeur, exactement le même nombre d'utilisateurs que Windows. Donc là, les jours se croisent, c'est-à-dire que la part de marché de Linux sur le PC par rapport à celle de Windows est inversement l'inverse de ce qu'on trouve sur la plateforme mobile. Voilà, et surtout que... 99% et Windows 0,25%. Donc ça doit s'équilibrer. Voilà. Mais du coup, ce qu'on trouve quand même, c'est que le nombre de failles critiques dans Windows est considérablement plus élevé que celui sur Android. Alors, est-ce que c'est parce qu'Android est open source? Est-ce que c'est parce qu'il y a un historique
plus grand sur Windows. Est-ce que c'est parce que, comme vous le savez peut-être, Microsoft s'est fait voler son code source, et le code source de Windows, en fait, circule sur Internet, hein. Il est sur des torrents, d'ailleurs qui n'est jamais éteint. Il y a des torrents qui tournent avec le code source de Windows, hein. Donc du coup, c'est un logiciel qui est propriétaire. Il n'a pas finalement l'avantage d'avoir toute l'ouverture et d'avoir toute la communauté structurée qui peut travailler dessus. Mais dans le même temps, par contre, les attaquants, eux, ils l'ont et eux, ils le regardent bien. Donc effectivement, peut-être que c'est une des façons qui leur permet de trouver plus de vulnérabilités. Bon, après, il n'y a aucune solution infaillible. Et là aussi, concernant le système, la règle reste toujours d'appliquer les correctifs de suite. Mais quand même, peut-être, effectivement, de privilégier un système Linux. Une autre raison aussi, c'est que les systèmes Linux sont beaucoup plus hétérogènes. C'est-à-dire peut-être il y a une vulnérabilité qui va exister sur Ubuntu, qui ne va pas exister sur Red Hat, parce que les composants, les assemblages de composants ne sont pas exactement les mêmes, ou pas les mêmes versions. Et finalement, c'est très dur de faire une attaque générique qui va attaquer tous les Linux. Il faudrait vraiment la spécialiser pour une distribution donnée. Alors là, la part de marché est beaucoup plus faible à chaque fois. Et donc, du coup, effectivement, hein, c'est comme en génétique. Hein, à partir du moment où il y a de la consanguinité trop forte, effectivement, les organismes résistent moins. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur la partie système. Sur la partie logicielle, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même échelle. Hein. C'est la même année et le même nombre de vulnérabilités. Donc si vous voyez ici l'échelle, on était à 70. Ici, en termes d'échelle, on est à 225. C'est-à-dire que globalement, il y a plus de vulnérabilités au niveau des applications qu'au niveau du système. Et si vous regardez le top 3 des champions des vulnérabilités, ce sont les navigateurs. Donc effectivement, les navigateurs sont les composants logiciels les plus vulnérables. Alors on remarque aussi autre chose, là cette fois-ci, alors c'est pas exactement le même code couleur, je suis désolé. Si on prend les vulnérabilités hautes, parce que c'est celles vraiment qui sont exploitables, ce qu'on remarque, c'est que IE est beaucoup plus vulnérable à nouveau que Chrome ou Firefox. Donc là aussi, on va juste juger de manière statistique, sans faire de règles, effectivement, ces deux navigateurs qui sont open source tous les deux sont moins vulnérables que Internet Explorer qui est propriétaire. Il y a une autre remarque. Si jamais je prends par exemple Firefox, j'ai mon certain risque, hein, voilà, j'ai mes vulnérabilités avec les mises à jour appliquées tout de suite, hein, tout ça, ça n'a pas changé. Et si j'ai Flash, donc vous savez, hein, forcément les petites animations, et Java, finalement, je suis en train de multiplier mon risque par 3. C'est-à-dire que si j'ai Firefox avec Flash et Java, j'ai 3 fois plus de chances d'avoir des vulnérabilités que si j'ai juste Firefox tout seul. Et ça, c'est aussi un autre enseignement. Si possible, évitez Flash, évitez Java, et gardez Firefox ou Chrome. Et globalement, à nouveau, appliquez les mises à jour tout de suite, parce qu'on est là pour diminuer les risques, on ne peut pas les annuler complètement. Après, bon, ça je vais peut-être passer, il y a aussi différentes solutions qu'on peut appliquer sur les systèmes. Alors là, c'est que des composants open source. Donc évidemment, les firewall antivirus, des grands classiques. Il y a un antivirus qui s'appelle Clamav. L'antivirus, de manière immédiate, n'est pas très utile. Parce qu'à partir du moment où il y a une vulnérabilité zero day, par défaut, elle n'est pas dans les signatures. À partir du moment où elle est connue, ça va prendre quelques jours, voire quelques semaines à ce que ce soit dans les signatures. L'intérêt principal de l'antivirus, c'est pour savoir détecter a posteriori qu'il y a eu un problème. Donc, c'est utile, mais c'est une info, c'est utile, un peu moins. Le gestionnaire de mots de passe, donc ça c'est KeePass, hein, on en a déjà parlé. Web of Trust, ça c'est quelque chose que vous pouvez installer aussi sur les navigateurs. C'est un plugin de navigateur qui va vérifier effectivement que les sites sur lesquels vous allez sont des sites de confiance, en particulier pas des sites contrefaits ou qui vont introduire potentiellement des vulnérabilités. Ça n'avait pas été compromis, Web of Trust, pendant un moment ? Alors, c'est comme tout, hein. Oui, il y a un moment, il y a eu une vulnérabilité. Par contre, là, aujourd'hui, en tout cas, c'est de l'Evergreen. Alors, ce qu'on appelle Evergreen, ça veut dire que le logiciel se met à jour automatiquement. En fait, même si l'utilisateur ne fait rien, les mises à jour vont pouvoir être déployées. Et donc, du coup, effectivement, quand il y a des vulnérabilités, en général, elles peuvent être corrigées après. Après, on peut installer, alors là c'est quand on a un poste de travail Linux, on peut installer et configurer à part mort pour essayer de isoler les différents composants, les différents processus et effectivement arriver
à faire un firewall, mais beaucoup plus précis qu'un firewall, vraiment au niveau applicatif, au niveau des règles d'accès aux ressources, des règles d'accès. Donc ça, par contre, ça demande de la configuration, c'est pas un outil facile à utiliser. Et on peut aussi déployer notamment Suricata, qui est un IDS, effectivement, qui va essayer de détecter s'il y a des intrusions, alors que ce soit sur du desktop Linux ou sur des serveurs. Donc ça, c'est de l'IDS. Alors là, il y a toute une catégorie d'outils. Donc ça, c'est des outils, on va dire, un peu réservés. Alors, sauf KeePass. KeePass, ça, il faut absolument que vous l'utilisiez. Si vous ne l'utilisez pas déjà. Mais effectivement, pour le reste, c'est des outils qui peuvent être un peu plus complexes, mais qui permettent d'augmenter le niveau de sécurité. Je vais passer sur une autre partie qui est celle de la communication et notamment de la messagerie. Alors là, c'est une citation juste pour rigoler. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas Internet, on ne peut pas communiquer pendant 48 heures. Le but, c'est quand même, quand on travaille surtout, de communiquer. Donc, quand on envoie un mail, même si on a sécurisé son poste, avec tout ce qu'on a vu jusque-là, un utilisateur peut divulguer des informations quand on lui demande. Et ça, on va y revenir. Ou alors, effectivement, et on l'a déjà vu un peu, les prestataires de services ou des intermédiaires peuvent aussi aller regarder les données. Et ils peuvent aussi avoir des vulnérabilités. Donc finalement, on retrouve, même si on a tout fait bien au niveau de sa propre IT, ça ne suffit pas forcément pour être protégé dans sa communication. Alors, on a envoyé des informations quand on me demande. Ça, c'est un phishing alors très mauvais que j'ai reçu la semaine dernière. Donc c'est un vrai. Donc je reçois ça. Bon, alors forcément, il suffit d'une seconde pour voir tout de suite que c'est un scam. On s'est écrit à utbm.fr, c'est visiblement pas moi. Alerte, juste comme ça, c'est pas terrible. La boîte de stockage a été dépassée en raison de spam/ordure. Là, c'est même pas du français, c'est même pas des phrases. Le lien sur lequel on veut m'envoyer, il est vraiment pas bon. Si jamais on m'écrit à plutôt quelqu'un à maboîte.com, mais ça c'est ma société. Ah, déjà tout de suite, je vais être un peu plus attentif. Si on me dit, ah ben tiens, ça va être à propos de la migration sur Exchange, ah ben ça c'est peut-être possible. Hein, et puis si le message et le body, il a cette tête-là, bonjour, moi, hein, pas n'importe qui, des phrases correctes, un lien qui a une tête correcte, et donc ça, effectivement, c'est libre. Hein. Allez-y, achetez-le. recoveryexchange.com avec un tiret. Donc du coup, et c'est signé de Jean-Paul. Et Jean-Paul, en fait, évidemment, c'est mon SI. Hein. Bien sûr, puisque sur LinkedIn, Jean-Paul, il a son profil et il est marqué que c'est SI de ma boîte. Donc du coup, pour attaquer une boîte de données, j'en ai pour 5 à 10 minutes pour aller récupérer ces infos et écrire un mail comme ça qui a une très bonne tête. Et alors là, j'ai un taux de chance beaucoup plus élevé d'aller récupérer un login, un mot de passe. Et puis à partir de ça, je fais ce que je veux. Donc effectivement, il faut se protéger de ça. Donc en termes d'open source, il y a une solution notamment qui s'appelle Scamnailer. Il y a la possibilité d'utiliser Clamav, qu'on a vu tout à l'heure pour les virus, avec Sane Security, en fait, qui est une base de signature dédiée au phishing. Ça, par contre, ça, c'est pour les attaques d'envergure, ça ne marchera pas sur du ciblé. Et sinon, il y a une extension de navigateur qui est faite par Google, qui s'appelle Google Password Alert. Alors, c'est open source. Et ça, c'est très important que ce soit open source, parce que c'est une extension de navigateur qui va connaître vos mots de passe. Alors, j'ai fait une présentation hier aussi, on m'a dit « Connaissez vos mots de passe !» Ah là là, ça va pas du tout. Mais c'est open source, c'est en local. On a pu vérifier que effectivement le code source de cette application n'envoie rien, fait pas de réseau. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie que quand vous saisissez votre mot de passe sur un autre site que celui sur lequel il est prévu, il vous envoie une alerte en disant « Attention, c'est trop tard ». Vous avez envoyé votre mot de passe à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, allez vite le changer. Voilà. C'est ce qu'il peut faire. Parce que, en fait, même si vous n'avez pas validé, le site a très bien pu quand même, à chaque touche, envoyer la requête. Hein. C'est pour ça qu'il vous prévient avant que vous appuyez sur Entrée. Mais ça ne veut rien dire d'appuyer sur Entrée. Un attaquant a déjà pu prendre la touche par touche. Donc du coup, ça c'est une solution. Et un dernier point, c'est que
quand vous êtes effectivement dans une entreprise, l'aspect formation est essentiel parce que de toute façon, là, il faut expliquer aux gens qu'on ne tape pas le mot de passe, même quand c'est une demande bien faite. Si c'est Jean-Paul du SI, on prend le téléphone, on appelle Jean-Paul. Voilà. Et on lui dit, c'est vrai que tu as envoyé un mail Donc voilà. Ensuite, concernant l'autre sujet qui est les attaques sur les serveurs de services de communication. Donc des vulnérabilités existent, on les a vues. La preuve, c'est que Zerodium, donc, qui achète des vulnérabilités pour les revendre, hein, c'est le même modèle que Hacking Team précédemment, eux, sur leur page achat, ils achètent des vulnérabilités sur Exchange Server, propriétaire, la solution Microsoft, mais aussi sur Dovecot, Postfix, SendMail, les solutions open source. Et ils achètent notamment, au niveau des web apps, ils achètent des vulnérabilités sur Roundcube et Horde, qui sont les webmails couramment utilisés en open source. Si on regarde Roundcube ou Postfix, il y a des vulnérabilités connues, publiées, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un petit peu. Alors c'est très bon signe. C'est déjà la preuve que le logiciel est de bonne qualité. Par exemple, ce n'est pas Adobe Flash. Adobe Flash, c'est atroce en termes de vulnérabilité. Ce n'est pas le cas de Postfix ou de Roundcube. Maintenant, s'ils les achètent, il est quand même très probable, parce qu'il y en a quand même eu par le passé quelques-unes, donc du coup, il est quand même très probable qu'il y a des personnes qui leur aient proposé ces vulnérabilités. Et donc du coup, il est très probable que sous le manteau circulent des vulnérabilités sur ces produits, et qui sont donc à vendre. Donc du coup, il faut peut-être effectivement comprendre en tout cas que le risque existe. On arrive là, pourquoi ces vulnérabilités sont là? Une petite remarque, c'est parce que c'est très dur d'écrire du logiciel. Et c'est très facile, donc, quand on écrit du logiciel, de faire des erreurs. Et ces erreurs existent. Il y a notamment un consortium qui s'appelle le consortium OWASP, qui liste les plus grandes vulnérabilités du web. Donc l'injection de données, des mécanismes d'authentification mal cassés, des attaques de type cross-site scripting, c'est de l'injection de code JavaScript dans le navigateur. Insecure Direct Object Reference, ça c'est quand en fait, quand on a la référence d'un objet, on est capable d'accéder à une ressource et en fait il suffit de connaître la référence pour accéder à la ressource et il n'y a pas de vérification après a posteriori. Bon, Security Misconfiguration, ça c'est quand il y a des problèmes dans la configuration de sécurité, c'est-à-dire qu'on a laissé des portes ouvertes. Alors souvent les portes ouvertes, c'est quelqu'un un dev qui se dit « Ah bah tiens, je suis en train de travailler là-dessus, là je vais me faire une petite porte ouverte facilitée, mais l'URL elle est secrète ». Mais bon, elle est secrète jusqu'au jour où quelqu'un la trouve. Hein. Donc voilà. Sensitive Data Exposure, c'est proche, c'est-à-dire qu'en fait l'application expose certaines données alors qu'elle ne devrait pas. Ça, Missing Function Level Access Control, c'est proche aussi. C'est quand effectivement une fonction du serveur peut être appelée via un appel à distance sans vérification. Et donc du coup, elle va pouvoir faire un ensemble de traitements. On peut lui demander de faire. CSRF, c'est très très proche du XSS, c'est effectivement, en gros, on fait faire une requête par le navigateur, mais à distance, c'est-à-dire qu'on provoque le navigateur pour qu'il fasse une requête. Donc ça se fait notamment dans les forms, vous savez, tous les formulaires sur lesquels on remplit des données. En fait, on peut faire une injection dans laquelle, finalement, quand quelqu'un remplit un form, finalement, on lui fait faire des requêtes sur un autre site, hein, sans qu'il s'en rende compte. Donc après utiliser évidemment des composants vulnérables ou rejouer effectivement certains éléments, c'est-à-dire qu'on enregistre des bouts réseau et puis on les rejoue plus tard. On fait une sorte de caméscope replay de trafic réseau. Voilà. Donc ça, c'est les 10 vulnérabilités dont les développeurs doivent se protéger. Et effectivement, c'est très dur, c'est quasi impossible de protéger complètement le logiciel, donc c'est pour ça que les vulnérabilités existent. Voilà. Donc finalement, qui accède à mes messages? Mes correspondants, un attaquant, le fournisseur du service avec ses équipes support, photo, ses équipes production, ses équipes de développement, les équipes de dev aussi. Hein. Les équipes de dev, quand elles veulent tester des nouvelles features, elles vont télécharger un bout de la base et de réel avec des vrais utilisateurs, des vrais messages, et puis ils vont jouer avec. Donc forcément, ils vont voir tous les contenus. Hein. Mais c'est pour amener des nouvelles features, c'est pour le bien. Le fournisseur d'infrastructures aussi, et puis des structures étatiques par-dessus, tout le monde a accès.
Donc du coup, finalement, à partir du moment où on prend des services en ligne, on se dit, bah, j'ai deux cas, soit je donne mes données de bon cœur, soit je veux garder la maîtrise de mes données. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, pour ça, on utilise la crypto, c'est bien connu. Alors du coup, là, on a un chercheur français connu en crypto, qui est à l'école normale supérieure, donc qui s'appelle Jacques Stern, qui a dit, mais ça je suis pas complètement d'accord non plus, dit, voilà, la crypto c'est le moteur d'Internet et plus personne ne regarde sous le capot. Moi je dis ici, il faut quand même un peu regarder sous le capot. Est-ce que ça nous protège complètement? Non, bonne réponse. Voilà, donc HTTPS, on se dit, cadenas vert, je suis protégé, mais pas vraiment. Là, j'ai pris un grand fournisseur de services américain de cloud, dont le nom est masqué, qui... Je ne dis rien. Fournisseur de cloud. Non, les NSA ne facture pas. On verra. Ah non, c'est pas AWS. Il dit sur leur service, les fichiers, voilà, pour nos utilisateurs avancés. Hein, donc déjà, on essaye de cacher la crypto sur le tapis. Hein, je dis. Donc pour nos utilisateurs avancés, les fichiers sont chiffrés avec AES 256. Mais at rest. Ça, c'est très très important, ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est au repos. C'est-à-dire quand ils ne sont pas utilisés. Parce que quand ils sont utilisés, ils ne sont pas chiffrés. Pardon, non, rien dit. On va y venir. Ils sont clairs. Et par contre, ils utilisent SSL TLS pour le transport, c'est-à-dire pour protéger les datas en transit entre les apps de machin et nos serveurs. Alors, c'était ça et ça. Ça donne ça. Moi, quand j'utilise donc Firefox ou Chrome avec SSL TLS, j'ai mon opérateur réseau, j'ai mon fournisseur, j'ai son sous-traitant, par exemple Amazon, hein, AWS, le leader mondial. Et ben ça veut dire qu'en fait la clé elle est là. Donc en fait j'envoie les données d'abord via SSL, ça c'est la première partie, et après il va chiffrer avec une clé ici. Donc SSL ça protège de l'écoute sur le réseau. Okay. Par contre ici la clé elle est là, et donc du coup le fournisseur bah, il a la clé donc il a accès aux données, et puis le sous-traitant. Alors le sous-traitant, soi-disant, le fournisseur, il dit non, le sous-traitant, il ne voit pas les données. Bon, il ne voit pas les données, mais la clé, elle est dans la RAM de ses serveurs, donc en clair. Donc il ne les voit pas, mais il les voit quand même. Voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est plutôt faire du chiffrement dit de bout en bout. Un chiffrement de bout en bout, ça veut dire que c'est chiffré chez moi. La clé, elle est chez moi, elle n'est pas chez mon fournisseur. Alors ça, on peut le faire traditionnellement avec des solutions open source qu'on déploie sur les postes clients. Ah, pardon, parce que du coup j'ai encore 10 minutes. Ouais, merci, pardon. Ok, merci, pardon. Comme je pensais que la présentation est... Ah bah finalement c'est pas le cas, d'accord. Bon bah du coup j'ai traîné, pardon, je suis désolé. Parce que c'est la partie la plus importante, c'est la fin. Donc du coup, il y a GNU-PG, TrueCrypt, qui sont des outils qui permettent de chiffrer sur le poste. Mais en termes d'expérience utilisateur, c'est pas complètement intégré. Et c'est pour ça, justement, que si on écoute la citation donc, de Mitch Kapor, qui est le gars qui a créé Lotus, hein, qui était le Lotus 1, 2, 3, et puis c'est lui qui avait fait VisiCalc, donc c'est le gars qui a créé les tableurs il y a très longtemps, qui a été donc, le PDG de Lotus. Il dit l'open source va aller partout, et dans tous les coins et recoins. Et c'est pour ça que, justement, donc, nous, on a développé une nouvelle solution, qui s'appelle PEPS, et qui est open source libre, la licence c'est Affero GPL, et qui est une solution complètement intégrée de chiffrement bout en bout. C'est-à-dire que contrairement à GNU-PG ou TrueCrypt, c'est du chiffrement que les utilisateurs normaux ne voient pas. Il est fait tout seul, avec deux fonctions principales, le partage de fichiers, la messagerie, et de plus en plus de fonctions qui arrivent. Là, on commence à avoir du chat qu'on a développé pour Thales. Et avec un soin particulier sur l'expérience utilisateur. Parce que justement, ce qui manque, à mon avis, souvent dans les solutions open source, c'est une expérience utilisateur soignée et agréable. Alors PEPS, c'est exactement ça. C'est chiffré chez moi. Après, le fournisseur, le sous-traitant, c'est open source, donc c'est au choix. Et personne ne voit les données, ni nous, éditeurs du soft open source, vous pouvez regarder le code, ni le sous-traitant, les données sont chiffrées chez vous. Le principe, c'est que, donc ça c'est, alors par exemple en web mobile, on peut être sur du multi-écran, les chats, les messages sont chiffrés donc sur le poste, et tout ce qui va aller finalement sur des serveurs qui peuvent être du coup des serveurs cloud, finalement on peut aller sur Amazon, parce que Amazon on leur envoie des données chiffrées, ils n'ont pas les clés, pour une fois, ça change.
Et par contre, du coup, on peut utiliser leur serveur qui marchait. Voilà. Donc l'interface globale en expérience utilisateur, ça ressemble à ça. Ça, c'est pas un dessin, hein, c'est le vrai soft, une vraie capture d'écran. Sur lequel voilà, on retrouve une interface un petit peu moderne pour une solution de communication. Donc ici, avec en gros les boîtes, un aperçu des messages un petit peu comme sur mobile, les fils de discussion, hein, c'est-à-dire quand on répond à un mail, il est vraiment en dessous, il n'est pas séparé comme il y a quelques années. Et potentiellement un panneau de chat qui peut venir sur le côté. Donc on a notamment toutes les previews, voilà, quand il y a des attachments avec des images, et on voit ici finalement rouge ça veut dire chiffré, vert pas chiffré, parce qu'on a le choix, si on veut envoyer des infos en clair, on peut toujours aussi, il y a quelques avantages, notamment celui de la recherche, c'est-à-dire que les données chiffrées ne sont pas indexées, donc du coup on ne les cherche pas. Voilà. Comment ça se passe du point de vue utilisateur? Hop, ça y a un bug sur la slide, pardon. Comment ça se passe d'un point de vue utilisateur? En gros, pour déchiffrer le message, on dit juste entrez votre mot de passe. Et finalement, c'est chaque utilisateur avec son mot de passe qui va dériver un couple clé privée, clé publique, je vais revenir sur un schéma, et qui va permettre finalement de déchiffrer ou de chiffrer le message. Ça, c'est fait une fois toutes les 15 minutes, 30 minutes, on paramètre ou pour toute la session. C'est au choix de l'admin. Et donc, du coup, c'est extrêmement simple. Il y a aussi donc, toute la fonctionnalité de partage de fichiers à la Dropbox, où effectivement, là aussi, on a des aperçus potentiellement, toutes les différentes fonctions, la possibilité alors, de créer des liens. Alors là, on perd dans ce cas-là, on perd le chiffrement si on crée un lien. Et une intégration entre les messages et les fichiers. C'est-à-dire là, je suis en train de composer mon message, du coup, je peux directement attacher un de mes fichiers dans le message. Et vous voyez, à chaque fois, on a vraiment soigné l'expérience utilisateur. En fait, on a développé le produit dans le cadre d'un projet rapide de la DGA. Et le cahier des charges, c'était de faire une solution de communication chiffrée et conviviale. Voilà. Donc, c'était la demande pour changer. C'est du web, c'est du web. Ouais, c'est l'interface web. J'ai un schéma, il arrive. C'est sur quel mécanisme le chiffrement, un peu de précision? Alors justement, j'y arrive, j'ai un schéma sur le chiffrement. Voilà. Donc là, notamment, ça c'est pour montrer qu'on est capable... Regardez la suite. Alors, stop ou continue? Encore, allez. Donc du coup, voilà, en termes de classification, justement, on peut gérer aussi plusieurs classifications, etc. Donc ça, c'était une demande, évidemment, militaire, mais qui se retrouve aussi, c'est-à-dire qu'on est capable, finalement, de créer des communautés au sein d'une entreprise, par exemple, et d'isoler certaines communautés, de dire, voilà, eux, ils ont le droit de parler entre eux, ils ont le droit de parler entre eux, mais peut-être il y en a, ils ne se parlent pas. Donc voilà, et puis on a notamment une interface tableau de bord aussi qu'on a développé récemment, donc qui permet finalement d'avoir à la fois les nouveaux utilisateurs dans les équipes, les nouveaux fichiers, des messages, tout ça dans une vue un petit peu synthétique. Pour répondre à votre question, voilà comment ça se passe. Alors, quand Alice écrit à Bob, Alice a son mot de passe. Pour l'authentification, qui est une première partie du serveur PEPS, le mot de passe est dérivé dans un hash. Les hashes sont stockés, c'est eux qui permettent d'authentifier. Mais ce n'est pas eux qui permettent de chiffrer et déchiffrer. Par un autre mécanisme qui s'appelle PBKD F2, PBKD F2 va transformer le mot de passe en... Alors c'est simplifié, hein, en vrai il y a des entropies externes qui sont ajoutées, etc. Mais le mot de passe génère un couple clé privée, clé publique. PEPS fait annuaire de PKI. Donc du coup, le clé publique est stocké sur le serveur PEPS. C'est sa deuxième fonction après celle de l'authentification. Mais tout ça, c'est fait justement pour que ce soit transparent pour les utilisateurs. Et grâce à ça, Bob fait la même chose. Il a son mot de passe qui, par une première famille d'algorithmes, donc en fait qui est du SHA-512, ça va dériver un hash. Et ensuite, via PBKDF2, va dériver son couple clé privée, clé publique, avec des entropies en plus qui sont injectées. Et donc ça permet finalement à Alice d'écrire un document ou un message qui va être chiffré avec la clé publique de Bob, la clé privée d'Alice. Ça va faire le message est stocké, et Bob peut lire le message avec sa clé privée à lui. Voilà, grâce au principe de crypto asymétrique standard.
la nouveauté de PEPS, c'est d'avoir intégré tout ça dans un logiciel agréable pour les utilisateurs et voilà, qui ne demande pas de compétences en crypto des utilisateurs, contrairement à GNU-PG ou TrueCrypt. Donc finalement, PEPS, ça se déploie sur l'infra de son choix, en serveur physique dédié. Très facilement, c'est des containers Docker. Je ne sais pas si vous avez suivi la présentation de Docker ou si vous connaissez déjà Docker. Donc on utilise Docker depuis le tout début, depuis avant que ça existe. Presque. Non, parce qu'en fait, on bosse avec eux depuis .cloud, en fait. Donc, l'époque où c'était avant Docker. Et donc, du coup, donc voilà, make build, make run. Oh, putain, ça y est, c'est déployé. Le site du projet, c'est sur GitHub. Donc, c'est github.com mlstate/peps. Et ça, je vais passer, du coup, vu les contraintes de temps. Ça, c'était pour parler, si vous voulez, de l'infra. Donc, on utilise notamment Node.js et MongoDB en runtime. Et c'est écrit à partir de toute la partie sur les vulnérabilités, en fait, c'est écrit dans une techno dont on est les auteurs, qui est open source aussi, qui s'appelle OPA. OPA, c'est un projet officiel de OWASP, justement, le consortium de sécurité du web, et qui génère en fait du code JavaScript à partir d'un code OPA qui fait de l'analyse statique et du typage notamment pour justement aller détecter et enlever des vulnérabilités au moment de la compilation. Donc finalement, on arrive à avoir un bon niveau de sûreté et de sécurité par défaut sur toute l'applicatif PEPS grâce à la technologie en dessous qui s'appelle OPA. Vous voulez que je vous parle de OPA un tout petit peu donc, sur cette partie-là. Donc, en gros, une appli web client, il y a un client donc, qui va tourner du code JavaScript qui va tourner dans le navigateur. Il y a un serveur HTTP qui se configure. Il y a un langage, par exemple, souvent l'évaluateur PHP ou des choses comme ça, qui vont exécuter du code serveur. Et il y a la base de données qui va exécuter des requêtes. L'idée d'OPA, c'est les attaques. Donc ici, il peut y avoir des attaques XSS sur ce lien-là, des CSRF ici aussi, des injections de code ici, des dépassements de tampons dans le runtime du langage, des injections de query ici. L'idée d'OPA, c'est de minimiser finalement la surface en disant qu'il y a un seul code unique qui va compiler et générer les différentes parties en vérifiant de manière automatique des propriétés de sécurité. Donc ça, si vous voulez regarder, c'est opalang.org, mais je crois qu'on n'y revient plus. C'est donc opalang.org, ça c'est le site de la technologie OPA, qui permet de développer, en fait, avec facilement, finalement, des applications avec un bon niveau de sûreté et de sécurité. L'ANSSI connaît très très bien, donc eux, ils ont passé pas mal de temps à regarder OPA, et si vous voulez leur demander leur avis, vous pouvez. Voilà. Donc voilà, il y a un livre chez Oreilly, notamment, sur la technologie OPA, donc, avec un poisson qui est le OPA Fish, O-P-A-H. Donc du coup, ça s'imposait. C'est un très très gros poisson, hein. C'est le truc qui pèse 1 tonne. On ne dirait pas comme ça, on dirait que c'est un tout petit, mais c'est les poissons lunes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà. Et donc voilà, donc le portail, voilà, c'est Opalang. On est un des langages connus par GitHub. Donc du coup, vous pouvez même leur demander tous les projets en OPA. On fait partie des langages identifiés par GitHub. Voilà. Et donc en conclusion, il y a 2 choses à faire si vous voulez diminuer, hein, je ne dis pas annuler, les risques d'espionnage économique. C'est protéger le poste client le plus possible. Donc, et si possible, alors tout ce qu'on a vu, utiliser si possible Linux, des logiciels connus, si possible open source et le moins possible. Ça, c'est pour faire que votre client soit le plus solide possible. Et ensuite, effectivement, sur la partie notamment communication, une solution de chiffrement bout en bout comme PEPS, qui est open source, évidemment, et extensible. Et donc, du coup, si vous voulez venir contribuer, c'est avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie. Est-ce que ça envoie des mails à l'extérieur? Alors, un serveur de mail ou c'est juste un serveur de mail interne? on a une passerelle SMTP. Par contre, on ne peut pas aujourd'hui envoyer des messages chiffrés à l'extérieur. On peut envoyer en clair depuis le même logiciel, des logiciels en clair à l'extérieur ou des logiciels chiffrés en interne. Du coup, c'est la même solution que le service sécurisé en Suisse. Protonmail ? Proton. Proton, oui, absolument, on est concurrent. On est concurrent, sauf que je pense qu'on est parti avant eux. Alors eux, ils communiquent beaucoup. Nous, on communique très très peu.
eux communiquent beaucoup. Ils ont développé en PHP, avec toutes les vulnérabilités que ça implique. Je pense qu'en termes d'expérience utilisateur, on est quand même pas mal en avance, puisqu'ils ont chiffré les pièces jointes il y a quelques mois seulement, alors que nous, en vrai, on est très mauvais en com, on fait ça depuis 2 ans. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on a PEPS, et puis on en parlait très peu. Voilà. Donc, par rapport à ProtonMail, effectivement, qui est notre principal concurrent, je pense que grâce à OPA, en fait, on est beaucoup plus robuste en termes de vulnérabilité côté serveur par rapport à PHP. On a le partage de fichiers, en gros, toute l'interface fichier qu'ils n'ont pas. Et globalement, même en expérience utilisateur, je pense qu'on est quand même un petit peu plus léché. Voilà. Et puis, d'ailleurs, c'est pas open source, ProtonMail. Non, pas le serveur. En plus, oui, voilà. Alors nous, on est open source, client et serveur. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence Ah oui, là-dessus. ouais. Il y a un client mobile. Alors, pas aujourd'hui, on travaille dessus. Et effectivement, s'il y a des entreprises clientes dans la salle qui veulent sponsoriser le développement des apps mobiles, ce sera avec grand plaisir. Les intégrations dans d'autres applications, Alors, plein de mécanismes. On a des API REST qui sont même documentés sur le portail GitHub. Donc, en gros, on a des API REST assez complètes. On a notamment quelques vues qu'on peut intégrer en iframe, s'il faut faire de l'intégration iframe. Et en plus, PEPS se comporte comme un serveur au hôte. Et donc, on peut rajouter des extensions en fait, qui sont des plugins applicatifs sous forme d'applications au hôte et qui viennent se plugger dans PEPS. C'est le cas du chat. C'est-à-dire, si je reviens sur le chat, voilà ça. Ça, en fait, le chat, ça fait pas partie du cœur de PEPS. C'est une application tierce, donc on a développé aussi avec la même techno, mais qui vient du coup s'insérer dans PEPS. Non. Alors XMPP, on a regardé. Le problème d'XMPP, c'est qu'aujourd'hui, XMPP va pas bien, puisqu'il est en train d'être droppé par quasiment tout le monde. C'est-à-dire, le but d'XMPP, c'était de faire un format universel de chat. Aujourd'hui, il est tout sauf universel. On peut parler à pas grand monde. Hein. Pardon. Oui. Et donc non, pour l'instant, on n'est pas sur XMPP. Par contre, le chat, il est extensible. On peut le rendre conforme au standard XMPP. Donc si, par exemple, s'il y a des contributions... Nous, on n'est pas parti pour le faire, puis on n'a pas les ressources suffisantes. Mais si jamais il y a des contributions qui veulent prendre la partie chat, qui est évidemment open source aussi, hein, et en faire un serveur XMPP, c'est avec grand plaisir. Est-ce que le navigateur lui-même va rechercher en décodant tous les messages, peut faire de l'index côté client? Ouais. Alors, il peut. Par contre, aujourd'hui, il y a plusieurs contraintes. Ça voudrait dire qu'on garderait un index pour chaque client dans local storage, par exemple. Le problème de local storage, c'est qu'on n'a pas des garanties sur toutes les plateformes de pérennité. C'est-à-dire que des fois, il faudrait le reconstruire. Donc, ça veut dire retélécharger plein de choses tout le temps. Donc, c'est un peu complexe. Aujourd'hui, on a regardé et pour l'instant, on s'est dit que ce n'était pas notre priorité parce qu'il n'y a pas encore de bonnes solutions. Peut-être que si les browsers évoluent alors vite, hein, d'ici 6 mois, 1 an, peut-être qu'on aura en gros des garanties sur la persistance en local storage et à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. C'est qui le client à la base? Le client. Pour qui ça a été développé? La DGA, donc la Direction Générale d'Armement. Alors, c'est pas certifié ANSI, mais c'est Poupard qui l'a commandé quand il était à la DGA, donc il nous connaît bien. Pourquoi est-ce que vous communiquez si peu en fait? Alors ça doit changer. En fait, il faut qu'on arrive à faire une levée de fonds, et à partir du moment où on aura levé des fonds, on pourra communiquer. Vous envoyez un mail à Corbel. Par exemple, il y a des solutions qui sont un peu similaires, mais qui ne sont pas du tout opérationnelles comme Calliopen. Oui. Ouais, alors je connais Laurent en plus, on a discuté et effectivement, et d'ailleurs il m'a proposé de me présenter des gens qui pouvaient être plus intéressés par PEPS que Calliopen. Ouais. Mais Calliopen, en fait, ça n'existe pas et ça a déjà une bonne visibilité. Oui. PEPS, a priori, ça existe, ouais. Et ça a juste zéro visibilité. C'est vrai. Je connaissais déjà OPA. Ah oui, bravo. Merci. Et donc même sur ce public restreint, PEPS, c'est complètement transparent. Alors ouais. C'est un sujet qui m'intéresse. Je ne veux pas dire que vous êtes très très mauvais en com, mais... Si. Allez-y, c'est bon, allez, j'accepte.
Ouais. Non, mais effectivement, le problème, c'est que voilà, on est aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se structurer et aujourd'hui, c'est ça. Faire un article sur des LFP, c'est pas. Ouais. Mais il y a eu, si, ça y a eu. Ouais. Oui, Corben, ce serait super bien. Ouais. Mais c'est là, on a lancé Peps sur Linux FR. Mais c'est en gros tout le public initial quasiment vient de là. Ouais. Juste un mail à Corben, il s'en chargera lui-même. Bah oui, mais il faut faire ça. Ouais, bon, je vais faire ça. Ouais. Ton mail, Venez m'aider, hein. Envoyez-leur le mail. Voilà, ça c'est. Voilà, on va que prêcher la bonne parole. Une solution open source permet forcément de diminuer les espionnages économiques, parce qu'il y a quand même la possibilité de mettre des backdoors, notamment gouvernementales, elles peuvent être retrouvées, hein. Mais TrueCrypt, il y a quand même eu pendant un moment quelques... Alors non, j'ai parlé de tout ça au début. Hein. C'était tout le début. Hein. Voilà. Non, donc non, mais TrueCrypt. Alors, on peut parler de TrueCrypt. TrueCrypt, apparemment, c'est quand même la vulnérabilité est pas avérée. A priori, TrueCrypt, c'est plutôt que les développeurs ont eu des menaces du gouvernement américain qui les ont contraints à fermer la boutique. Et donc, ils ont envoyé un message qui était une forme de protestation en disant bon, il y a des vulnérabilités, on ne sait pas comment les corriger, on arrête. Oui. Ouais. Ouais, bah oui, c'est bon. Ouais, l'audit est bon. Non, a priori, il n'y a pas de c'était faux cette annonce de vulnérabilité sur TrueCrypt. Ah oui, ça c'est autre chose. Ça. Non, mais effectivement. Non, mais j'ai pas dit que c'était une garantie totale. Là, j'ai juste dit à un moment, de manière statistique, en gros, si on veut sécuriser son poste de travail, effectivement, Linux est beaucoup moins vulnérable que Windows. Les deux navigateurs Firefox et Chrome sont moins vulnérables que IE. Ça, c'était les points clés. Et après, évidemment, Flash et Java sont très vulnérables, donc il faut les éviter. Et si on a juste un poste client Linux avec juste Firefox et qu'on utilise Peps, c'était ça, hein, on diminue les risques, on les annule pas, mais on les diminue. Parce qu'on diminue l'emprise. Voilà. Ghosty, vous connaissez Ghosty? Qui? Ghosty, c'est un add-on sur les navigateurs. Ghostery. Non, c'est un add-on G-H-O-S-T, oui, je crois que c'est ça. Ghostery. Ah oui. Ouais. Ça permet vraiment d'éliminer le mot-char et Bah non, Ghostery, je suis pas sûr du fonctionnement. Ça fonctionne par signature? Non, c'est des listes noires, mais Oui, bah oui. surtout ils ont un business model qui est extrêmement opaque. D'accord, oui, ok. Non, je connais pas. Ouais. D'accord. Ah oui, non, mais oui. Non, ça, donc ça faut pas. Oui. pour revenir à JavaScript, là, on Ouais. dit qu'aujourd'hui dans Chrome, notamment plateforme Android, il y a donc une vulnérabilité dans JavaScript. Ouais. C'est du JavaScript ou pas en fait? Oui. Donc le runtime, voilà. Là, du coup, sur la On est sensible à ça. vous auditez le code, Alors, on est sensible. Je cherche mon schéma. Il était où? Il était après. Et après. Alors, bonne question. Oui, ça commence. Il y a. Bah oui, ça commence. Ouais. Il y a Amo6, qui est un CST, qui commence à regarder. Ouais. Et puisqu'en fait, on fait une CSPN sur une partie de Peps. Et pardon, c'était pas ça, c'était lui. Voilà, donc effectivement, on utilise Node.js. Donc s'il y a une vulnérabilité dans V8, qui est le runtime de Node.js, donc c'est ça dont vous parlez, effectivement, on est sensible. Maintenant, sensible, ça veut dire que quand même, il faudrait crafter une attaque d'une très, très grande complexité. Parce que si on combine ça au schéma, si on a le serveur, mettons qu'on prenne, grâce à cette vulnérabilité, le contrôle du serveur. On a accès à quoi? OH. Ouais. On peut s'authentifier comme quelqu'un. On a accès aux clés publiques et on a accès aux données chiffrées. Donc on peut faire du brute force, etc. sur des infras dédiés. Et c'est là où arrivent nos blocs. Là j'ai pas précisé ça. On a pris de la crypto elliptique. On est sur Curve 25519. Donc du coup, la crypto elliptique, a priori, l'agence gouvernementale en 3 lettres, a pas massivement encore investi pour casser ça. Ils ont massivement investi sur l'autre, sur AES. Mais donc du coup,
Oui, mais mettons. Mais je veux dire, en admettant qu'il y a une vulnérabilité V8, ça suffit pas encore à compromettre les données. Par contre, après, il y a tout un schéma d'autres attaques qu'on peut faire si on a le contrôle du serveur. Après, on peut injecter du faux code, des fausses fonctions qui, du coup, vont faire un man in the middle sur l'émission de nouveaux messages, mais pas les anciens, entre Alice et Bob. Ouais. Pourquoi vous avez peur du MongoDB et pas du Postgres avec sa gestion de Alors, c'est une bonne question. Ça doit être un peu des paranoïas de la sécurité. Ouais. Et de ce point de vue-là, je pense. Alors, on a choisi Mongo. Alors effectivement, au début, Mongo était très mauvais en sécurité. Alors il s'améliore un petit peu. On l'a choisi parce que effectivement le modèle était simple et dans OPA, on a le driver pour Mongo qui fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, les requêtes Mongo, on les écrit pas à la main. Elles sont générées justement par le compilateur OPA, avec tout un ensemble de vérifications, etc. Notre driver Mongo, c'est quand même un an homme de travail à peu près, et qui est en plus du très très bon travail. Et donc du coup, voilà, on n'avait pas envie. On a un driver Postgres qui existe, mais qui est balbutiant. Ouais. Alors non, justement, en gros, si on devait vraiment s'adapter, pour l'instant on a un driver basique sur Postgres. Si on devait vraiment le travailler, il nous faudrait quand même pas mal de temps pour arriver au niveau finalement de finesse qu'on a sur Mongo aujourd'hui. Donc c'est plus pour cette raison-là. Et après, c'est vrai, il peut y avoir des vulnérabilités dans Mongo, mais là aussi, faut ouais. Même en termes de fiabilité, Oui. ça s'améliore, mais on a quand même des exemples de gros clients qui étaient très 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 Mongo, puis qui ont dit en fait, Ouais. finalement, je vais quand même retourner sur Postgres. Et là, Ouais. c'est un souvenir, mais il y a aussi pas mal d'exemples où la combinaison de la gestion du JSONB avec Ouais. les codes classiques, c'est super. C'est super efficace. Je suis d'accord. On pourrait probablement. En plus, c'est simple de faire migrer le code de PEPS, parce qu'en fait, ça ne change pas le code de PEPS, puisqu'en fait, OPA intègre une sorte d'ORM. C'est pas relationnel et c'est pas objet, mais c'est du fonctionnel. C'est du functional document mapping, quoi. C'est du FDM, dans lequel, effectivement, changer de moteur de base, ça ne change pas le code applicatif de PEPS. Donc c'est faisable, mais par contre, à mon avis, pour arriver à à recréer le truc, il y en a pour une bonne année de boulot au niveau. Ouais. Donc c'est pour ça, voilà. Ouais. Question. En termes d'administration, c'est-à-dire qu'en fait les données appartiennent normalement à l'entreprise. Oui. Si l'utilisateur voilà, il décide de changer de société, consulter l'utilisateur, est-ce que les données sont quand même accessibles par d'autres? Alors, si l'utilisateur n'a jamais partagé les données avant son départ, mettons, et s'il refuse, entre guillemets, de les partager au moment où il quitte l'entreprise, effectivement, les données, dans ce cas-là, ne peuvent pas être obtenues. Voilà. Mais après, je veux dire, là, je pense qu'on sort du cadre technique et on arrive dans un cadre humain, juridique ou autre. Le cas technique Ouais. qui était s'il y a toujours un superviseur quelque part qui permet d'accéder aux données, qui permettrait de récupérer les clés. C'est ça le sens du métier. Alors, on peut tout à fait... La clé, finalement, c'est le mot de passe de l'utilisateur, si on reprend ce schéma. Donc, après, on peut tout à fait imposer une solution de backup de mot de passe en vigueur dans l'entreprise, etc. Je veux dire, là, après, il y a C'est un utilisateur qui ne veut pas donner son mot de passe à l'administrateur, l'administrateur ne peut pas dire Non. Voilà. Ben non, D'accord. c'est ça. Il y a un Absolument. partout, y compris de l'entreprise. Ouais, absolument. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément tenable parce que l'entreprise est susceptible de pouvoir contrôler les emails de ses propres employés. Toutes les données sont censées appartenir à l'entreprise. Ouais. Si c'est avec D'accord. Alors, on a la classification au passage pour privé, personnel, mais effectivement, dans ce cas-là, ça veut dire, comme on gère la notion d'équipe, ça voudrait dire que le plus simple, techniquement, ce serait de contraindre effectivement l'utilisateur à communiquer son mot de passe à l'entreprise. Voilà. Qui serait stocké de manière chiffrée dans un autre système. Et dans ce cas-là, c'est bon, entre guillemets.
l'utilisateur peut changer son mot de passe du coup. Oui, oui, ça on a toute la chaîne, enfin, on a implémenté toute la chaîne. Enfin, ça retransforme tous ces mails. Non, c'est qu'en fait, le mot de passe en fait ne fait que décrypter une clé secrète, mais master. Donc en fait, on est capable de faire que le nouveau mot de passe en fait décrypte la clé master précédente cryptée. Comme ça, on crée une chaîne sur laquelle, donc on a une chaîne en fait tout ça, c'est codé, ça c'est fait. On va Ouais, passer à la suite. pardon, mais, oui. Mais